4 décembre 2024, la saison 3 de l'Isekai Mushoku Tensei sort. 9 juillet 2024, Isekai Shikaku. 14 avril 2024, The New Gate. 5 janvier 2024, Des isekai sortent tout au long de l'année et on peut dire que c'est un sujet plus ou moins clivant. Si de fervents fans les défendent sur Twitter, beaucoup de personnes les détestent. Ils trouvent les isekai peu originaux, mal écrits et surtout ils en ont marre d'en voir à chaque saison. Mais qu'en est-il vraiment? Quelles sont les origines du isekai? Doit-on en tomber amoureux ou les fuir et les haïr? Laissez-moi donc vous donner des clés de réponse en vous racontant la folle et peu connue histoire des isekai. Hop 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 les amis, on fait une petite pause s'il vous plaît, écoutez-moi un instant. Avant de revenir dans le passé, faut quand même qu'on se pose une question. C'est quoi le isekai? Eh bien pour répondre à cette question, il faut d'abord savoir que non, le isekai n'est pas un genre, bien qu'il ait ce statut dans la conscience collective actuellement. Mais si c'est pas un genre, c'est quoi alors vous allez me dire? Eh bien c'est un trope, ou plutôt un archétype narratif si on décide de parler un petit peu français entre nous. Donc en gros, un type précis de procédé narratif qui revient régulièrement dans les histoires pour des buts différents. Maintenant qu'on sait que c'est un trope, il faut qu'on définisse ensemble les règles de ce trope qui est souvent très mal compris. Les isekai, c'est être transporté d'un monde à un autre, bon ça normalement tout le monde le sait. Et comme ça, on peut dire que ça paraît vaste, alors pour mieux comprendre, attardons-nous un petit peu sur ce qui ressemble à du isekai, mais finalement qui n'en est pas. Premièrement, le voyage temporel, puisque le personnage reste dans le même monde, c'est juste l'époque qui change. Deuxièmement, le voyage vers un monde spirituel ou un monde relatif à Dieu. Bien qu'on puisse croire que c'est similaire, ce type d'histoire s'appelle le Ikan, un trope très vaste et vague qui n'est pas du isekai et où on retrouve des animés comme Bleach ou encore Gegege no Kitaro. Enfin, si le personnage est dans un jeu en réalité virtuelle, c'est tout simple parce que finalement, il joue à un jeu quoi. Il n'est pas dans un autre monde ou dans une autre réalité. Donc Shangri-La Frontière par exemple n'est pas un isekai. Bon, on est d'accord. Maintenant, on sait ce que le voyage vers un autre monde n'inclut pas et on peut plus facilement reconnaître quand on est dans du isekai ou pas du tout. On va maintenant pouvoir s'intéresser aux différents types de voyages que l'on va retrouver dans ces œuvres. Le personnage peut être transporté, et ça je pense que vous le savez, de deux façons différentes. On a la réincarnation, donc quand le personnage meurt dans son propre monde, puis se réincarne dans un autre monde, soit dans son propre corps, soit dans un nouveau, ou même dans un animal, ou quoi que ce soit d'autre. C'est ce qu'on retrouve dans Mushoku Tensei, ou moi quand je me réincarne en slime par exemple. Ah là là, sacré truc cool va. La deuxième façon de voyager, c'est la téléportation ou ce qu'on appelle le Ten-I, qui se divise elle-même en trois sous-catégories. La téléportation classique, donc quand le personnage est téléporté directement dans un autre monde sans véritable raison apparente, comme dans Re:Zero, Log Horizon ou Overlord par exemple. Ensuite, il y a le Shokan, lorsque le personnage est invoqué directement pour un but précis comme dans The Rising of the Shield Hero ou No Game No Life. Enfin, le Gate Utobira, où le personnage se téléporte en traversant un portail physique comme dans Gate ou encore dans Suicide Squad Isekai. Voilà, ça fait pas mal d'infos mais elles étaient importantes pour bien comprendre. Maintenant que vous savez tout, voyageons directement vers le passé pour voir les inspirations et les premiers isekai. Si cet archétype narratif a toujours plus ou moins existé, les œuvres qui reviennent souvent dans les inspirations des premiers isekai sont installées dans le merveilleux et la fantaisie occidentale. Par exemple, Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll est un véritable pionnier des isekai au Japon. On y retrouve un voyage dans un autre monde avec le côté bien barré du merveilleux européen. Dans le même style, on peut aussi citer L'Oiseau Bleu ou Peter Pan. A noter que ces trois œuvres auront une adaptation en manga ou animé qui seront des isekai, preuve de leur importance. Du côté de la fantaisie, Narnia a par exemple inspiré l'autrice de Tobirawo Akete, sortie en 1981. Mais celui qui a le plus inspiré, c'est bien Edgar Rice Burroughs, auteur de Tarzan mais surtout du cycle de Mars avec son personnage John Carter. Cette œuvre-là est infiniment importante dans la création du isekai, à tel point que certains des auteurs de l'époque parlent carrément de Burroughs type, pour parler de la façon d'écrire l'histoire. Cela montre une influence incroyable. On peut citer l'auteur de Isekai no Yuchi qui a ouvertement dit qu'il était inspiré par monsieur Edgar Rice, qu'on peut considérer aujourd'hui comme un grand monsieur. Ainsi, ces diverses influences vont mener à la création du isekai, et dans les premiers du trope, on peut distinguer deux périodes. La première commence en 1976 avec Paul no Miracle Daisakusen. Un bon nombre d'œuvres de l'époque contiennent une grande partie de merveilleux et sont principalement destinées à un public très jeune. On peut notamment citer à nouveau l'adaptation de Peter Pan dont on a parlé précédemment. Après on retrouve aussi un peu de science-fiction et de fantasy, avec certains des titres majeurs de cette période comme Dunbine en 1983, réalisé par Tomino, le créateur de Gundam, ou surtout Urgus. Lui, c'est un sacré morceau, puisque c'est l'un quand même si ce n'est le premier isekai de science-fiction, et en plus il fait partie de la trilogie de Macross, une œuvre légendaire du même acabit que Gundam à l'époque. Enfin, cette période est aussi marquée et en quelque sorte conclue par la sortie de Machine Eiyuden Wataru ou Adrien le sauveur du monde en français. Cet isekai est un énorme succès et va commencer à vraiment donner goût à ce genre d'histoire aux japonais, ce qui va amener la seconde période des premiers isekai japonais. Comme on l'a vu dans la première vague, les isekai c'est un peu un fourre-tout, où on va retrouver de la science-fiction hard comme des animés pour enfants. La deuxième vague va prendre un virage conséquent vers la fantasy. Elle est principalement menée par des autrices féminines à l'écriture incroyable. Et dans cette période, trois œuvres fantastiques vont changer à jamais l'histoire du isekai.
isekai, 3 œuvres qui vont donner une énorme impulsion commerciale et populaire. Deux d'entre elles sont des shoujo, Kanata Kara et Fushigi Yugi, tous deux sortis en 1991. Le troisième est un light novel principalement destiné aux femmes, Les 12 Royaumes. En gros, on peut dire que pour l'époque, c'est les 3 empereurs du isekai d'une certaine façon. Ils dominent commercialement et vont vraiment pousser l'archétype à se développer. Dans Fushigi Yugi, Miyaka Yuki et sa meilleure amie Yui Hongo sont deux lycéennes qui sont téléportées dans un livre ancien chinois intitulé L'univers des 4 dieux. Elles y sont appelées pour jouer des rôles cruciaux dans ce monde qui répond au code de la fantasy. Mêlant romance et drame, cette œuvre va influencer des auteurs qui s'inspireront de ce schéma narratif et plein de isekai vont naître dans une période très prospère. Ceci dit, attention, à cette époque-là, le concept de isekai n'est pas encore pleinement défini et reste flou. Par exemple, le voyage temporel y est souvent encore associé comme on peut le remarquer avec Inuyasha. Mais on peut quand même dire que c'est suite aux 3 monstres que le concept théorisé du isekai va commencer à émerger. À partir de ce moment-là, on commence à avoir une véritable conscience de ce qu'est le isekai, bien qu'encore pas totalement modelé. Et ça c'est bien démontré par les premières parodies de isekai qui vont sortir à peu près au même moment, comme Igaeri Quest ou Ceux qui chassent les elfes. Le trope commence donc la construction de sa définition à l'époque, et des œuvres à gros succès populaires telles que Magic Knight Riders en 1994 ou Vision Escaflowne aideront au développement du concept. On peut dire qu'ils sont importants dans la méta isekai d'une certaine manière. Comme on l'a vu, cette décennie est donc dominée par le succès d'œuvres destinées aux femmes, malgré des contre-exemples comme Brave Story par exemple. Mais cette vague d'œuvres féminines va finir par s'essouffler vers la fin des années 90. La mode change tout simplement. Alors une nouvelle mini-vague va s'installer. La fantasy prend moins de place. On se retrouve parfois avec du multivers, parfois avec du monster catcher. Mais le trope perd de sa puissance et sa popularité. Le isekai se meurt peu à peu, tout simplement. Enfin, ça c'est ce qu'on pourrait penser, mais en réalité vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'époque, un monstre grandit, doté d'une puissance si grande qu'elle changera notre monde à tout jamais, redéfinissant nos codes sociétaux et bouleversant nos quotidiens. Ce démon c'est Internet évidemment, et avec lui il apportera l'un des 2 protagonistes de notre nouvelle vague d'isekai au début des années 2000. Un type d'écriture tellement parodié mais aussi tellement symptomatique de notre créativité, un médium auquel on s'est tous intéressés, certains d'entre vous y ont sûrement même contribué. Je parle ici de la fanfiction. Car oui, c'est en partie le peuple et les fans qui propulseront les isekai dans une toute nouvelle dimension. Avant l'arrivée d'internet, les fans otaku se retrouvaient généralement dans des conventions. Ils discutent, ils passent de bons moments ensemble et ça donne à une activité particulière, écrire des histoires. Ensemble, ils écrivent des réécritures de leurs œuvres préférées, en incluant de nouveaux pouvoirs, voire carrément en s'incluant eux-mêmes. Avec l'arrivée d'internet, ce phénomène va se propager sur les sites de fanfiction ou de web novel qui commencent à émerger. On peut citer Arcadia et Shosetsuka Ninaro qui naissent au milieu des années 2000. Les fans vont donc créer leur propre histoire en y apportant des tropes bien à eux tels que les isekai. Par exemple, ils vont écrire un récit où ils vont se réincarner dans Dragon Ball ou par exemple une œuvre très connue. Et comme c'est un milieu de fanfiction, il y a une grande dynamique de recopiage. Une personne X va aller sur le site, lire des histoires qui lui plaisent et les réécrire en les copiant. Et c'est normal puisque ce sont des amateurs qui écrivent. Ce phénomène va s'installer dans le temps, démultipliant ainsi les histoires d'isekai sur le site. Dans la même période, les light novels qui sont écrits par des professionnels vont connaître un énorme essor, et 2 isekai majeurs vont paraître, Kyo Karamao et Zero no Tsukaima. Ce dernier nous raconte l'histoire d'un personnage d'un monde fantastique qui va invoquer un être humain normal. L'alliance entre les fanfictions et l'impulsion de ces 2 œuvres va véritablement développer un univers de l'isekai, lui attribuant des clichés encore présents aujourd'hui. Mais bon, vous savez, le Japon et les droits d'auteur ça rigole zéro. Du coup dans les années 2000, les fanfictions vont avoir des problèmes de droits d'auteur au Japon, et vont finir par être interdites sur les sites de web novel. Il faut désormais que ce soit des œuvres absolument originales, mais ça ne va pas arrêter pour autant la créativité des jeunes adultes japonais qui sont les principaux auteurs de ces histoires. Ainsi, les romans autonomes, sans référence à des œuvres déjà existantes, prennent leur place, mais les codes et la manière d'écrire, elles, perpétuent. Car au final, ce sont toujours les mêmes personnes qui écrivent. Du coup, des tropes tels que le isekai vont rester, et on garde les habitudes de la fanfiction comme le recopiage. Les histoires originales se multiplient et se ressemblent. Des auteurs vont par exemple reprendre des schémas narratifs mais en se demandant et si je changeais cet élément précis, qu'est-ce qui se passerait, amenant à des œuvres qui semblent finalement des clones. Bon, en gros c'est de l'amateurisme quoi. Et c'est bien normal car à cette période le isekai est majoritairement amateur. Par ailleurs la dynamique est très similaire chez les femmes avec les otome games, un style où les personnages se réincarnent dans un jeu de drague auquel elles vont elles-mêmes jouer. Elles vont aussi faire leur propre fanfiction puis leur web novel isekai de leur côté sur les sites. On peut par exemple citer Kenkyo, Kenjitsu Womoto ni Ikite Orimasu ou encore Amefura. En bref, le trope isekai va devenir dès 2008 le genre le plus populaire des sites de web novel. La conceptualisation commence vraiment à prendre forme et les histoires contenant des isekai comme Isekai no Osama sont toujours premières et très appréciées des sites de web novel. Mais petite pause en fait. Pourquoi les isekai sont si appréciés et tant écrits sur ces sites? Pourquoi c'est ce trope qui domine chez les fans? Parce que bon, quand on va sur internet, on voit quand même beaucoup de critiques débiles sur les fans et sur les isekai. En sachant par ailleurs que 80% des infos
qu'on trouve sur internet concernant les isekai, la plupart du temps c'est faux. La masse populaire, notamment sur Twitter, ne comprend pas l'essor et le succès des isekai. Eh bien, fermez les yeux un instant, imaginez que soudainement, vous pourriez être transporté dans un autre monde. Un univers où vous seriez unique, où vos problèmes actuels disparaîtraient et où vous pourriez vivre une aventure totalement magique. Honnêtement, ça vous tenterait pas? Les isekai, c'est la définition même de l'imagination. Au Japon, la société est parfois très difficile à vivre. Les jeunes sont parfois renfermés sur eux-mêmes et n'ont pas beaucoup d'amis, et sont harcelés. Ils rêvent alors d'être transportés dans un monde où ils peuvent être des héros et pas des victimes. D'un autre côté, les jeunes adultes doivent constamment subir les conditions de travail japonaises. Ils n'ont jamais de temps pour rien et sont écrasés par leur statut professionnel. L'idée de s'en échapper, de s'évader d'un quotidien triste où le rêve n'a pas sa place est très tentant. Ainsi, ils explorent cette possibilité irréaliste en écrivant et lisant des histoires auxquelles ils peuvent s'identifier via ce fantasme. Et il y a aussi évidemment les otaku, qui adorent tout simplement les univers fantastiques de leurs héros, et qui aimeraient vivre pourquoi pas dans un monde fantastique. Plus simple certes, mais tout autant compréhensible. Après sérieusement, vous ne vous êtes jamais imaginé vivre dans un monde où vous pourriez utiliser la magie, sauver le monde des démons, rencontrer des elfes et des dragons? Beaucoup d'entre nous en ont autant rêvé que le protagoniste d'Eminence in Shadow. Alors non, il faut arrêter de penser que les fans d'isekai sont bizarres. C'est leur amour pour la créativité et leur espoir d'un quotidien plus merveilleux qui les a motivés à faire exploser le genre. Après ce petit brief sur le rapport entre la narration et l'évolution de la place de ce trope dans la société, revenons un peu dans notre histoire. En 2009, un light novel sort au Japon, et cette œuvre vous la connaissez tous. Autant appréciée que détestée, souvent acclamée mais surtout critiquée. Ce récit va révolutionner le isekai, alors que pourtant il n'en fait même pas partie. Parlons un peu de Sword Art Online, le non isekai qui va changer à jamais l'histoire du isekai. En 2002, un japonais surnommé Reiki Kawahara va candidater au prix du roman du jeu Dengeki avec Sword Art Online, un récit où le protagoniste, Kirito, se retrouve bloqué dans un jeu vidéo. S'il y meurt, il mourra également dans la vraie vie et le seul moyen d'en finir est de terminer le jeu. Mêlant dramaturgie mais également romance avec Asuna, le love interest de Kirito et d'à peu près nous tous quand on avait 16 ans, on va pas se mentir, le pitch est très accrocheur et on pourrait s'attendre à une victoire de l'auteur dans ce concours. Mais le roman dépassant les 120 pages réglementaires n'est tout simplement pas accepté. Mais ça ne va pas décourager ni arrêter l'auteur pour autant. Il va aller sur internet et créer son propre blog où il va diffuser son histoire. Évidemment, c'est assez niche à l'époque, car lui ne publie pas sur des gros sites, mais bien sur le sien. Et Sao possède quand même une petite fanbase, mais à l'époque, rien de fou. Le truc, c'est que notre ami Reiki Kawahara est un compétiteur, et il n'a pas oublié ce qui l'a poussé à écrire Sao à la base. Alors en 2008, il candidate à nouveau au Grand Prix du roman Dengeki, et le gagne avec sa nouvelle œuvre, Axel World. En plus de ce dernier, l'éditeur AC Media Works lui demande de reprendre son ancien projet pour en faire un light novel, ce qu'il a accepté. Et c'est là que Sao va littéralement tout exploser. Succès absolument monstrueux, et Sao va apporter énormément au domaine du isekai. Avec lui, on a un tournant dans les clichés du isekai avec l'apparition d'éléments de jeux vidéo dans la diégèse de l'histoire. La plupart des œuvres post-Sword Art Online en auront en tout cas. Ça peut être un skill spécial, une barre de vie, des niveaux, des grades, des guildes, etc. C'est le vrai changement majeur qu'apportera Sao au monde de l'isekai, et non pas le fait d'être enfermé dans un jeu vidéo, ce qui est bien sûr souvent confondu. Du côté de l'esthétique et de l'écriture, Sao a aussi son influence. Beaucoup d'œuvres s'en inspirent au niveau du trait de l'œuvre comme du chara design et aussi du caractère du protagoniste. Mais ça, gardez-le dans un coin de vos têtes, on en reparlera un petit peu plus tard. D'une certaine manière, la sortie de Sao sonne le début du isekai moderne, alors que pour rappel, il n'en est toujours pas un lui-même. Isekai moderne dans lequel on a en masse l'apparition d'éléments de jeux vidéo centraux. En exemple concret, on a l'idée Log Horizon et aussi Overlord, deux noms majeurs et très appréciés qui ont été fortement inspirés par Sword Art Online. Ceci dit, petite nuance, on pense souvent que c'est Sao qui a littéralement tout fait, tout influencé, tout révolutionné. Mais au même moment que Sao, des œuvres vont sortir avec des éléments de jeux vidéo et on peut pas définir concrètement qu'elles sont inspirées par Sao, comme par exemple le World Customized Creator. Enfin bref, revenons-en à nos héros. À cette période va naître également un genre qui va beaucoup utiliser le trope du isekai et dont Sao était un peu l'introduction. Il s'agit du Narokei. Un genre d'histoire où un personnage typé japonais, un peu sombre avec les cheveux noirs, est totalement overcheaté et roule littéralement sur tout le monde. Genre Tate no Yusha, Death March, Eminence in Shadow ou encore Arifureta. Il faut bien savoir que ce n'est pas tout le temps lié à Isekai. Des œuvres majeures du genre comme Demon King Misfit Academy ou encore Irregular at Magic High School n'en sont pas. Mais le trope du Isekai s'y retrouve régulièrement et s'y mêle très bien, on va pas se mentir. Du côté des femmes, on en a parlé un petit peu plus tôt, il s'agit des fameux Otome Games, avec notamment Amefura qui va connaître une méga expansion. De nouveaux genres qui vont finalement prendre de l'importance dans le milieu. Et pendant que ces genres se créent, suite à l'influence de Sao, Overlord et Log Horizon, le trope continue à évoluer. Jusqu'à maintenant, les isekai c'était surtout de la téléportation. Mais dans cette même vague de l'explosion du web novel, on a aussi l'apparition de la fameuse réincarnation avec Shiro no Kugoku Monogatari ou encore Remonsters. C'est dans cette période dorée qu'un certain nombre des membres de la génération terrible, les nouveaux empereurs de la popularité isekai, les Kage de leur domaine vont apparaître. Tsukimichi, ReZero, Mushoku Tensei, Konosuba et surtout le
le roi absolu de notre époque, moi quand je me réincarne en slime. Et tout ça sort en l'espace d'un an entre 2012 et 2013. Une véritable génération miracle composée d'œuvres de zinzin que vous connaissez tous. Trop cool alors, non? Et bien clairement la courbe augmente, mais notre cher SAO va refaire des siennes et créer une dernière vague qui causera une partie des raisons de la haine populaire actuelle envers les isekai. 8 juillet 2012, l'anime Sword Art Online est diffusé au Japon, une adaptation qui va recevoir un succès monumental. L'anime va exploser toutes les attentes. Grâce à son pitch génial, sa romance qui se développe vite, son concept révolutionnaire, son visuel très agréable, ses musiques folles et sa bonne animation, l'anime de SAO devient un phénomène mondial. Et même si c'est pas un isekai, les gens l'assimilent à tort comme tel. Alors après celui-ci, les isekai connaissent un grand gain de popularité et ces œuvres vont de plus en plus s'inspirer graphiquement de SAO, notamment pour leurs protagonistes. On va pas se mentir, on a tous déjà vu passer des dizaines et des dizaines d'animés où le héros est quasiment un clone de Kirito, au niveau du chara design ou simplement de la personnalité. Et ça s'applique aussi pour l'esthétique globale. Au vu du succès fou de l'adaptation, des gros animés pour des grosses licences vont naître et exploser la chronique à leur tour. Parmi ceux-ci, on retrouve Re:Zero, animé à l'écriture incroyable qui raconte l'histoire de Subaru, jeune hikikomori qui se retrouve téléporté dans un nouveau monde. Il a une capacité spéciale, s'il meurt, il revient à la vie à un point de sauvegarde. Son écriture complexe et excellente, son protagoniste profond et son lore exceptionnel va beaucoup plaire malgré quelques détracteurs. D'ailleurs, si jamais vous intéresse, on peut très bien préparer avec l'équipe une petite vidéo où vous n'avez pas compris Subaru. Si ça vous tente pour parler un petit peu de Re:Zero sur la chaîne, dites-le nous en commentaire et lâchez un petit pouce bleu. À la même période, on a aussi l'adaptation de l'incroyable mais très clivant Mushoku Tensei, notamment reconnu pour son développement de personnages. Et surtout, vous l'attendiez, moi quand je me réincarne en slime. Humour tonitruant, univers coloré, personnages délirants, moments épiques en tout cas à souhait, mais aussi un véritable world building et une écriture qui côtoie les sommets. Cette œuvre est actuellement sur le toit du monde des isekai, adorée par beaucoup et vendant énormément de produits dérivés. Et comme vous le savez, toute lumière amène forcément sa part de ténèbres. Cette hype immense va donner des idées au comité de production japonaise, avide d'argent et de bénéfices. Produire un grand nombre d'animés isekai et capitaliser sur la mode qu'ils étaient devenus. Une volonté en grande partie responsable de la haine populaire actuelle des isekai. Même si les créateurs qui crachent dessus sans raison et font passer les fans de isekai pour des gros dégueulasses font également partie du problème, mais bon, ça c'est pas la question. Revenons-en au comité de production. Ils savent que ça fonctionne, donc forcément, ils en produisent en masse, créant ainsi des animés qui semblent génériques, tous les mêmes du début à la fin. Des animations moyennes, des histoires qui se répètent, avec notre ami Truck-kun par exemple, qui est le plus grand tueur en série de l'histoire, et un standard de qualité qui baisse de plus en plus avec les années et qui est vraiment très bas dans la production, qui est limite insultant pour les fans de isekai et la communauté manga en général. Alors forcément, le peuple n'est pas content et critique la surproduction du trope et surtout la surexploitation à outrance. Ils en ont totalement ras-le-bol et en viennent à dénigrer les isekai en eux-mêmes, plus que le problème sous-jacent ou les œuvres en général en elles-mêmes qui peuvent être problématiques. Pourtant, les clones que l'on voit actuellement sur les plateformes ne viennent pas de nulle part, ils ont un contexte historique très intéressant que l'on a étudié auparavant et il ne faut pas les prendre en tant que tels. La plupart des isekai, même ceux qui sont adaptés, sont amateurs, donc forcément l'écriture n'est pas toujours hors du commun. De plus, il faut vraiment arrêter de croire que les producteurs prennent des web novels random et les adaptent. Parce que des isekai, il y en a des dizaines de milliers qui sortent chaque année sur les sites de web novels. Donc ceux qui obtiennent enfin un animé sont finalement les plus populaires et les plus intéressants, du moins sur le papier. Ils ont généralement une véritable fanbase et comptent aux alentours de 700 000 ventes en moyenne pour leur light novel. Nombre qui est quand même vraiment pas mal, on va pas se mentir. Alors évidemment, on peut comprendre le ras-le-bol général, car les gens ont l'impression de revoir encore et encore la même histoire et de constater une véritable saturation du marché, empêchant des véritables pépites ou animés innovants émerger sur le marché. Comme si les isekai finalement privaient des œuvres très cool d'avoir un animé en leur volant leur place. Sauf qu'il faut pas oublier quelque chose, c'est le consommateur qui crée la production, et s'il y en a autant, ça ne vient pas de nulle part. On peut résumer ça tout simplement à l'offre de la loi et la demande. Et même si on aimerait tous que ces animés soient de meilleure qualité pour ne pas se fondre dans une masse moyenne qui fait en général baisser les standards, il faut nuancer ce qu'on entend partout. Les isekai représentent moins de 15% des animés de chaque saison, loin d'être une pollution extrême finalement qui serait un frein aux autres types d'histoires. Mais très peu de gens peuvent le comprendre ainsi car ils sont tous trop peu informés concernant le processus derrière l'expansion des isekai et plus globalement des light novels, des mangas et des animés. Et c'est normal car en réalité le sujet n'est quasiment pas documenté sur internet ou du moins très mal documenté et mal sourcé. Alors finalement les jours, les mois et les années passent. Des isekai sortent et la haine envers les œuvres et leur communauté grandit. C'est paradoxal car au final ce phénomène s'intensifie de plus en plus et vient intensifier le sentiment donnant envie de vivre un isekai, quitter une réalité triste où le jugement et les clichés sont maîtres. Au cours de cette vidéo, on a pu voir la fabuleuse et contrastée histoire des isekai, mais on n'a pas répondu à la question, faut-il les fuir et les haïr? Eh bien je pense qu'il faut tout simplement profiter de ce que ces œuvres ont pu apporter à autrui. Sortir d'un quotidien triste des gens qui se sentent seuls, faire rêver des jeunes adultes et adolescents qui ont envie de s'évader du quotidien, stimuler notre imagination et notre créativité, tout ça est important à relever.
relever. Les isekai, ce n'est pas un genre pour les renfermer puants, comme certains veulent le faire croire. Non, le isekai c'est bien plus que ça. C'est fait pour les rêveurs, ceux qui aiment imaginer ce qu'un monde fantastique et merveilleux pourrait leur donner. Mettre en valeur des héros qui se battent contre la corruption et l'injustice. Un monde où la magie domine le quotidien triste et polémique de notre univers. Alors, pour éviter que notre enfant intérieur s'éteigne pour de bon, profitons de cette lumière de créativité et d'espoir. Et cessons de vouloir rabaisser les étoiles des autres si elles leur permettent de trouver le chemin vers quelques instants de bonheur. Au moins pendant le temps d'un épisode ou simplement d'une saison.